Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours sur la programmation de base. Nous allons voir aujourd'hui les variables et les fonctions. On ne va pas nécessairement tout voir ce qu'il y a à voir dans les notions de base, mais seulement ce qui est important pour là où je veux vous conduire, c'est-à-dire devenir peu à peu programmeur Windows ou programmeur web. Certaines notions vont se greffer d'elles-mêmes au fur et à mesure qu'on va avancer. Ceci dit, voici le programme d'aujourd'hui. Il est vrai qu'on a parlé un petit peu des variables dans le cours précédent, mais là, on va voir vraiment plus en détail ce qu'on peut pas faire avec les variables. Donc, on va regarder d'abord la déclaration. Ça, on en a parlé, mais je vais renchérir un petit peu là-dessus. Et on va regarder aussi les types références versus les types valeurs. Ça, c'est des notions qui sont pas toujours bien comprises, même pour des programmeurs qui travaillent dans des entreprises. Les constantes et les énums, ben, dans les deux cas, c'est des constantes. Il y en a juste une qui est, quand on parle d'énums, c'est des regroupements, alors que l'autre, c'est une constante qui est soit un entier, une chaîne de caractères ou quelque chose du genre. Finalement, pour le volet variable, on va parler des structures. Les structures, ça ressemble un petit peu, ça se rapproche de ce que je parle d'orienté objet depuis le début, que vous connaissez pas actuellement nécessairement, mais qu'on va voir dans le prochain volet de programmation après la programmation de base. Les fonctions, on va voir comment on construit une fonction, c'est quoi la structure d'une fonction, et on va vérifier aussi les paramètres d'entrée-sortie de ces fonctions. Et voilà le programme pour aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par ouvrir Visual Studio. On va créer un nouveau projet. On ne travaillera pas sur le projet premier cours qu'on avait travaillé la dernière fois. On va repartir sur un nouveau projet. Donc, je vous invite à me rejoindre dans Visual Studio. Donc, une fois dans Visual Studio, on va créer un nouveau projet de type console, toutes les plateformes C Sharp, et on va prendre console app.net framework. Donc, double-clic. Ici, on va l'appeler cours de base. Donc, on va enlever le O majuscule. Donc, cours de base. Et voilà. Donc, on laisse tout ça comme d'habitude et on fait créer. Donc, commençons par la déclaration de la variable. On en a parlé dans le dernier cours. Mettons qu'on veut faire une variable de type entier. OK? Int pour integer. Integer veut dire entier. Donc, mettons, je l'appelle nombre 1. Je peux écrire nombre 1. Par contre, je ne peux pas écrire un nombre. Ça ne marche pas. Vous pouvez pas mettre des caractères comme plus. Que pensez-vous de nom cinglé de hollandais de mes deux? Alphabétique. Vous pouvez faire un trait de soulignement. Ça, c'est autorisé. Mais vous ne pouvez pas mettre des caractères autres que alphabétiques. Euh, D'emblée, comme j'avais dit dans le premier cours, quand on est à l'intérieur d'une fonction, là, c'est la fonction main, mettons qu'on veut créer une variable, normalement, on la met tout en minuscule. Si on doit mettre un deuxième mot, ben, le deuxième mot, il va prendre une majuscule. Donc, si, mettons, je dirais nombre premier, OK? Ben, premier va prendre un P majuscule. Fait que, mettons qu'on dit nombre 1, et ensuite, on peut l'affecter tout de suite en mettant, mettons, 0. Ou on pourrait simplement faire nombre 1 sans rien mettre. C'est possible aussi. Donc, on a des variables de type entier. On pourrait avoir des variables de type, par exemple, longue. C'est aussi un nombre, mais c'est pour des chiffres beaucoup plus grands. Donc, on pourrait dire gros nombre. Par contre, si vous allez sur le type float, ça, c'est des nombres à virgule. Donc, on pourrait dire nombre flottant.
OK? Et puis, on a les doubles, qui est des très gros nombres flottants. Donc, ce serait gros nombre flottant. Et voilà. À ça, on a aussi des variables de type booléenne. Donc, on va définir comme bool. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui est soit vrai ou faux, comme il fait beau. Donc, on va dire il fait beau. Alors, aujourd'hui, ça serait égal à true. Donc, c'est vrai qu'il fait beau. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait beau. Sinon, l'autre valeur possible, c'est false. Donc, là, il ne fait pas beau. Donc, durant les tests logiques, c'est là que ce genre de variable va pouvoir prendre son importance. Donc, on va voir les conditions dans les prochains cours. Donc, le vrai et le faux, les conditions vont toujours retourner ce qu'on appelle un booléen. Soit c'est vrai ou soit c'est faux. Ceci dit, maintenant, tout ça ici, ça fait partie de ce qu'on appelle des types valeurs. Donc, qu'est-ce que ça représente fondamentalement les types valeurs? La meilleure façon de comprendre, c'est regarder une feuille Excel. Allons-y. Quand on déclare une variable et qu'on l'affecte, par exemple, si le nombre 1 qu'on avait pris tout à l'heure, on décide de lui donner la valeur 10. Alors, quelque part en mémoire, il va avoir 10. Mais ça ici, c'est un domaine valeur. Si c'était une référence, ce ne serait pas la valeur 10 qui serait dans la variable, ce serait son adresse mémoire, donc D5. Donc la référence, c'est D5. Une bonne façon de tester la différence entre référence et valeur, c'est de le tester à l'intérieur d'une fonction par les paramètres d'entrée. Donc, ici, si on veut le tester à l'intérieur d'une fonction, il va falloir créer une fonction. Donc, on va devancer un petit peu le planning et on va créer une première fonction. Donc, ici, c'est la fonction main. Une fonction a toujours des parenthèses, comme on a vu dans le premier cours, et on a soit un argument de sortie ou soit void, qui veut dire qu'il retourne rien. La fonction main, on ne pourrait pas l'enlever. Okay? On ne pourrait pas dire, ah, ça là, je ne la veux plus. Okay? Si on voudrait rouler, on va avoir un problème, c'est certain, parce que, et voilà. Là, le premier programme que euh, le, le compilateur charge, c'est le programme qui contient un main, absolument. Donc, c'est lui qui va dire quoi faire au reste du programme. Donc, on va maintenant créer notre fonction private. Ça peut être soit private ou public. Ça, on va y revoir plus dans la programmation orientée objet. Mais sachez que privé, ça veut dire que c'est seulement visible à l'intérieur de la classe programme. Comme que main est statique, on va l'appeler de là, on va l'appeler statique aussi. Et pour l'instant, la fonction ne retournera rien. Donc, void. Et on va l'appeler doubler nombre. Et elle va recevoir en parenthèse, en paramètre, je veux dire, le N1 qui se trouve à être de type entier. Donc, elle va recevoir un nombre de type entier. On va ouvrir et fermer les accolades. À l'intérieur de ces accolades, c'est là où on va dicter chacune des instructions de notre fonction. On va utiliser notre console WriteLine qu'on avait utilisé dans le premier cours. On va lui passer la valeur N1 en paramètre. Donc, il va recevoir un chiffre, un nombre entier de type N1 qu'on va afficher dans la console par la fonction WriteLine. Il faut simplement maintenant appeler notre fonction. Fait que, on appelle doubler nombre et on va lui passer, mettons, nombre 1
Et on va faire comme ça. Là, il faudrait lui donner une valeur à nombre 1. Mettons, on va lui donner 10 comme dans l'exemple sur Excel. OK. On sait qu'une fois qu'on a appelé ça, il va afficher le nombre 10 normalement dans la console, mais ça va se fermer tout de suite. Donc, si on veut être sûr qu'une fois qu'on va appeler notre fonction, ça ne se ferme pas et qu'on ait le temps de voir le résultat, on va appeler encore une fois console readline. Et voilà. Donc, vous voyez que là, on a mis 10 comme valeur à N1. Donc, elle n'est plus, cette variable n'est plus en souligné en bas, alors que les autres sont toutes soulignées en bas parce qu'ils ne sont pas utilisés. Donc, on va passer la valeur de N1 ici. Fait que si on exécute, on devrait avoir 10. OK? Exactement ce qu'on voulait. Notre fonction s'appelle doubler nombre. Il est important que le nom d'une fonction soit représentatif de ce qu'elle fait. Actuellement, on affiche un nombre. On ne double pas le nombre. Donc, console WriteLine n'a pas sa place à l'intérieur de cette fonction. Après l'appel de notre fonction, on va l'afficher après l'appel de notre fonction. Là, évidemment, ce ne sera pas N1 parce que N1, c'est à l'intérieur de la fonction. Donc là, ça va être nombre 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait présentement? On a nombre 1 qui a une valeur de 10 initialement, puis on l'appelle à doubler nombre. Et on va lire le nombre une fois que on va avoir passé dans la fonction doubler. Donc là, il faudrait dans la fonction doubler, doubler le nombre. Donc, on pourrait dire N1 est égal à lui-même. Là, on va faire astérix, qui veut dire fois 2. OK? Mais là, la fonction ne retourne rien. Donc, elle reçoit un nombre, puis elle le multiplie, puis on va regarder c'est quoi le nombre que ça va donner. Et voilà. Vous voyez, ça fait 10. C'est comme si la fonction avait rien fait. Donc, pourquoi ça n'a pas changé? Au départ, le nombre 1 a la valeur 10. Il est entré en paramètre dans la fonction doubler nombre et elle va faire une multiplication par 2 du nombre qu'elle reçoit en paramètre. Mais, une fois que la fonction a terminé son travail, eh bien, tout ce qui n'est pas retourné, tout ce qui n'est pas référence sera perdu, c'est jeté à la poubelle. Par contre, si on passe la référence de ça, donc c'est un type valeur, mais là, on va faire comme si c'était un type référence, donc on va passer l'adresse. Donc, contrairement au premier exemple, on a passé 10, alors que là, on va passer D5, qui se trouve être la référence de la valeur 10. Donc, si on affecte la valeur d'un type passé en référence, alors cette valeur-là sera modifiée par la même occasion. Elle ne sera pas jetée à la poubelle à la fin de la fonction. Vous voyez, c'est rendu à 20. Pourquoi? Parce que, justement, on a passé la référence. Admettons qu'on voudrait faire la même chose, mais sans passer par la référence. Comment on fait? Ben, vous savez, ici, c'est ce qui rentre dans la fonction. Donc, on va rentrer un entier, mais là, on sort absolument rien. Quand c'est des valeurs, ce qu'on peut faire, on peut retourner des valeurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever référence. Et voilà. Et ici, on va retourner une valeur. Quel genre de valeur? Une valeur entière. Donc, un int, qui est un entier. Là, il n'est pas content parce que là, on dit qu'on va retourner une valeur, mais on ne la retourne pas. Il reste juste à dire return. Et voilà. Là, il est content. Donc, là, il faut récupérer cette valeur-là. Donc, on appelle doubler nombre avec nombre 1. Et on veut afficher ensuite nombre 1 doublé. Donc, comme qu'il y a une valeur de retour,
on aurait à prendre nombre 1. On le met ici et on dit nombre 1 est égal à doubler nombre de nombre 1. Donc, en principe, ici, il va être doublé. Si on le regarde pas à pas avec un debug, donc, on exécute, on voit ici nombre 1 est égal à 10. Et si on fait F11, on va rentrer dans la fonction. On voit dans la fonction, la valeur a été bien envoyée. Ici, il va y avoir l'opération qui va être faite. Ensuite, on sort. On a ici toujours 10, mais là, ici, on a 10. Une fois qu'on exécute, hop, on regarde, on a 20. Et c'est ça qu'on va afficher dans la console write-in. Et voilà. En résumé, toutes les valeurs ici qu'on pourrait passer dans une fonction en paramètre, si elles ne sont pas retournées ou si elles ne sont pas passées en référence, alors il n'y aura pas de valeur de retour et la valeur initiale va être inchangée. Vous avez tous compris? Tant qu'avoir utilisé des fonctions, avoir déjà démontré comment ça fonctionnait le paramétrage des fonctions, on va voir un petit bonus, c'est-à-dire une surcharge. C'est quoi une surcharge? C'est que on va prendre deux fois la même fonction. Là, évidemment, on va avoir une erreur parce que l'entrée est similaire. Donc, le compilateur ne sait pas lequel des deux prendre. Alors, ce qu'on va faire, on va changer ça pour float. Et on va retourner un float. Et voilà. De cette façon-là, c'est que si on appelle doubler nombre avec un entier, c'est celui-là qui va être appelé. Si on l'appelle avec un nombre flottant, donc un réel, ça va être celle-là qui va être appelée. Autrement dit, on va faire le test. On va recopier ces deux lignes-là, comme ça ici. Mais là, cette fois-ci, on va prendre le flottant ici et, par exemple, on pourrait lui donner une valeur de 10,5. Okay. Là, ici, j'ai une petite erreur parce que il n'est pas convaincu que ça ici, c'est vraiment la valeur d'un nombre flottant. Donc, on va faire ce qu'on appelle un cast. On va lui dire que, entre parenthèses, que c'est vraiment, ce qu'on veut ici, c'est la valeur d'un flottant. Et voilà. Donc, il y a la valeur du flottant. Donc, si on prend nombre, et on le met nombre flottant ici, et qu'on récupère nombre flottant ici, et que ici, on va afficher la valeur de nombre flottant ici. Donc, on devrait appeler à ce moment-là celui-ci. Si on veut faire le test, on peut simplement faire un debug. On met un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici. Et on peut faire aussi un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Donc, on exécute le programme. Donc, on voit ici, on appelle la fonction doubler nombre avec un entier. Si on appelle doubler nombre avec un entier, on va normalement rentrer ici. Donc, si je continue, hop, on rentre ici. Ensuite, là ici, on l'appelle avec un nombre flottant. Fait que logiquement, il devrait rentrer ici. Et voilà, il rentre ici. Et puis, si on exécute, on devrait avoir ici 20 et 21, parce que 10.5 fois 2 fait 21. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une surcharge. On peut s'en rendre compte aussi quand que on écrit le nom de la fonction et qu'on fait la parenthèse. Là, on voit
il y a deux possibilités. Donc, soit avec un flottant ou soit avec un entier. Donc, on peut utiliser la même fonction, mais avec des valeurs en paramètres différents. C'est ce qu'on appelle une surcharge. Donc, les surcharges, ce n'était pas au programme dans le planning qu'on avait planifié au début de la séance de cours aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très utile et très utilisé, donc je pense que c'était bien de l'ajouter. Maintenant, voyons les constantes. De manière générale, une constante doit être disponible à la grandeur d'une classe, donc d'un programme en tant que tel. Donc, une constante, on déclare ça comme const. On dit le type, mettons string. String qui est une chaîne de caractères comme qu'on a vu dans le cours précédent. Quand c'est une constante, on va l'écrire son nom en majuscule tout le temps. C'est une convention. Donc, on peut écrire message entier. Et on lui passe une chaîne de caractères qui est ceci est un résultat de nombre entier. OK? Donc, et voilà, on a créé la constante. Mettons qu'on va en créer une deuxième, toujours de chaîne de caractères, sauf que on va l'appeler flottant. OK? Donc, vous me voyez venir. Donc, ceci est le résultat d'un nombre flottant. On aurait pu dire réel. Et voilà. Et on a vu qu'on pouvait faire une concaténation de chaînes de caractères. Donc là, on pourrait, on va mettre un espace, non, plutôt un espace à la fin, pour pas que le nombre va être collé sur la chaîne de caractères. On pourrait même, à la limite, mettre un deux points comme ça, un deux points comme ça. Donc, c'est juste la sémantique. Mettons qu'on prend ça ici, et dans console writeLine, on va écrire ce message-là, et ensuite le résultat. Donc, on met ça ici, et on va faire plus le nom. Et idem, on va faire ça de la même façon pour le nombre flottant. Plus. Donc, c'est ce qu'on appelle une concaténation de chaînes de caractères. Donc, on va concaténer la chaîne message entier et message flottant avec le nombre qui correspond. C'est une façon de faire. Pourquoi on fait ça dans une constante? C'est que, admettons qu'on a plusieurs fois à écrire ça à l'intérieur d'un programme, ben, on ne sera pas obligé de tout le temps réécrire la chaîne de caractères au complet et risquer peut-être d'insérer une faute de frappe ou de l'écrire autrement que ce qu'on veut avoir. Et l'avantage, c'est que partout où on utilise la constante, si on veut changer ça partout, il suffit de le changer à un seul endroit et tous les endroits où on appelle message entier, ça va être changé du même coup. Donc, c'est l'avantage des constantes. Donc, c'est des choses qui ne varieront pas. Donc, on pourrait enlever les points d'arrêt et simplement exécuter le programme. Donc, on verrait le résultat final tout de suite. Et voilà, ceci est un résultat de nombre entier et ceci est un résultat de nombre flottant. Donc, si on aurait vraiment voulu voir un nombre flottant, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, ça serait, mettons, de lui donner 0.25. Donc, si on réexécute, on va avoir vraiment un nombre flottant. Vous voyez, 20,5. Donc, voilà comment on peut intégrer des constantes à l'intérieur de notre programme. Et l'avantage premier, c'est vraiment d'avoir une régularité dans le message ou le nombre qui est
qui fait partie de la constante. Comme je vous dis, on aurait pu aussi faire une constante numérique, mettons, comme constante int, euh, je sais pas, nombre 2. Et on aurait pu mettre 2. Ça ne donne pas grand-chose, mais c'est juste un exemple de constante qu'on aurait pu faire. Donc, les constantes, ça peut être un entier, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être n'importe quoi, dans le fond. L'autre genre de constante qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle des énigmes. Moi, par exemple, j'utilise des énigmes pour des choses qui ne vont absolument pas varier et qui se regroupent. Par exemple, les jours de la semaine, les mois de l'année. Les énigmes, on fait ça de cette façon-là. Par exemple, on pourrait faire un énigme. On pourrait dire euh, période, jour, exemple. Et on va faire des accolades comme ça. Donc, on pourrait dire euh, matin, virgule, euh, midi, oh, virgule, soir, nuit. Donc, ça pourrait être ça exactement. Par défaut, si on ne donne pas de valeur, il va avoir une valeur numérique de 0, 1, 2 et 3. Mais on pourrait dire que le matin vaut 18. On aurait pu faire égal 18. Donc, matin, lui, maintenant, il vaut 18. Lui, par défaut, il met 19. Mais si maintenant je voudrais que lui soit 2, je pourrais décider que ce soit 2. Voilà. Donc, si on voudrait insérer ça pour voir ce que ça donne, on peut, ici, on a mis notre constante, ici, on a notre nombre obtenu. Et là, présentement, moi, il est pratiquement l'heure du dîner. Donc, je pourrais dire une autre concaténation de chaînes de caractères. Résultat obtenu le et on fait un espace et on va mettre le nom de notre énigme qui s'appelle période du jour et point, puis là, nous, on va dire midi. OK? On rajoute aussi, évidemment, un plus. Donc, c'est une concaténation de chaînes. Mettre un espace. Comme ça. Maintenant, on réessaye. Donc, résultat obtenu le midi. Si on aurait voulu avoir la valeur numérique, il suffisait de mettre un cast entier pour obtenir la valeur numérique, donc 2. Mettons qu'on voudrait avoir les deux scénarios, c'est-à-dire la valeur numérique comme on vient de faire, et aussi la valeur chaîne de caractères, si on peut dire. Donc, on n'aurait qu'à copier et coller, et on enlève le cast de int. À ce moment-là, ça va être la chaîne de caractères qui correspond à midi qui va être ajoutée. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien. Il nous reste les structures à voir. On va dépasser un petit peu le temps d'une demi-heure qui était fixé initialement. Mais c'est quand même important pour la formation de base parce que dans un contexte où on retourne une valeur, ça fonctionne bien. Mais si on avait plusieurs valeurs à retourner et que on n'est pas dans un contexte où c'est des variables de type valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une structure et on va pouvoir retourner une structure. Fait que comment on fait ça? Fait que on pourrait se mettre à l'extérieur de main encore une fois et puis faire une structure que on donnerait le nom de personne. OK? Et on va mettre des accolades.
Donc, par défaut, il nous suggère ça. Ben, on va faire ça, sauf on va le mettre en français. Non. Ensuite, on pourrait faire un autre public entier, âge, et on pourrait faire un autre public, on pourrait dire float, ouais, hein. On va dire grandeur, mettons, en mètres. Bon, alors voilà. Donc ça, c'est une structure de personne. Donc, quand on crée une personne, elle a un nom, elle a un âge, mais elle a une grandeur. On aurait pu mettre d'autres choses, mais mettons qu'on va s'en tenir à ça pour l'instant. Donc, ça, ici, ça ressemble beaucoup à ce que vous allez apprendre dans l'orienté objet qu'on va faire après la formation de base. Là, on va se débarrasser des variables qu'on n'utilise pas. Et puis, on va se créer une variable de type personne. Donc, personne, mettons, on peut l'appeler simplement P. Et voilà. Donc, si on fait P, point, nom, vous voyez, on peut le voir non, ou on pourrait écrire âge, ça va marcher, ou grandeur, grandeur en mètres. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va affecter en tant que tel une personne. Là, si on n'avait pas mis public, mettons, on n'aurait rien mis. Puis là, je voudrais avoir non. Ouais, non n'est pas disponible. Donc, le fait de le mettre public, ben, ça le rend disponible. Donc, c'est pour ça que par défaut, Visual Studio nous suggère de le mettre en public. Donc, exemple, on pourrait dire nom est égal à donc, Michel. Et voilà. Et il me suggère âge. Mettons, on pourrait dire 49, ce qui est la vérité. Et puis, taille en mètres, on pourrait dire, mettons, 1,80 m. 1,80 m. Ça, il ne prendra pas parce que faut qu'on fasse un cast pour dire que c'est un float. Parce que ici, c'est vraiment un float qu'on doit mettre. Donc, on va faire un cast. Donc, entre parenthèses, on va dire que la valeur qu'on met là, ben, c'est un float. Fait que là, il l'accepte. Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer, dans le fond, une personne avec ces qualités-là. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que on peut créer un espace mémoire, ce qu'on appelle une genre d'instance aussi. On aurait pu dire, exemple, P est égal à new person. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça alloue un espace mémoire. Donc, je pourrais avoir plusieurs P, mais avec des valeurs différentes. Sinon, je serais obligé, un peu comme nombre 1, si je veux mettre un autre entier, ben, je vais l'appeler, mettons, nombre 2, nombre 3, nombre 4. Fait que le fait de l'instancier, on peut travailler avec plusieurs instances. Quand on dit instancier, c'est qu'on crée quelque chose d'unique, on crée une référence dans la mémoire qui contient, dans le fond, l'adresse de personne. Donc, ici, on a ici l'adresse de personne et ça pointe sur les informations qui sont ici. Ça fait un petit peu complexe. Mettons qu'on voudrait faire une fonction pour créer une personne. On pourrait dire, euh, on va dire private, parce qu'on joue dans la classe, à cause qu'on joue dans la classe programme, on ne va pas à l'extérieur de tout ça. Donc, ça sert à rien de mettre autre chose que private. Statique, parce qu'on va l'appeler depuis le main, qui est statique. Et mettons qu'on va retourner une personne. OK?
Puis on va l'appeler, par exemple, aussi simple que ça, créer personne. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour créer une personne? On a besoin d'une variable de type string. Oh, j'ai écrit string, excusez-moi. Donc, pour le nom, on a besoin d'une variable de type entier pour l'âge. Et on a une variable de type float pour, dans le fond, la grandeur. Ici, on peut écrire vraiment ce qu'on veut, mais, tu sais, comme ici, j'ai écrit âge, non. Euh, Normalement, il faut que ça soit significatif. Il faut toujours que ça soit significatif. Donc, justement, il me suggère d'instancier une personne. On va faire la même chose qu'en haut. Comme ça, on va pouvoir simplement copier ce qu'on a fait ici. On n'aura pas besoin de le réécrire. Donc, on va enlever ça. On va faire ça. Sauf qu'au lieu de Michel, ben, on va y passer le paramètre non. Au lieu de 49, on va y passer le paramètre âge. Et au lieu de ça ici, on va lui envoyer grandeur. Fait que là, il n'est pas content encore. Pourquoi? Parce qu'on doit retourner une personne. On rentre un nom, un âge, une grandeur, et ça nous fabrique une personne. Donc, on fait un return. On retourne P, qui se trouve être la personne. Donc, si on appelle notre fonction, ici, on fait, ici, on va rentrer Michel. On voit les paramètres. Donc là, on est en train de rentrer nom. Et que je fasse virgule, il va montrer, ah, là, c'est âge qu'il faut rentrer. Donc, on va dire 49. Et la grandeur, ben, encore là, on va être obligé de faire le cast de float. Et on va mettre 1,80 m. OK? Et comme c'est un appel de fonction, on met un point virgule. Donc, ça nous crée une personne. Donc, ça serait peut-être le fun. Ça, on n'aura plus besoin parce que ça, on crée notre espace dans la personne ici. Donc, si je fais P simplement, donc je vais affecter ma variable de ce qui va en ressortir de ça. Donc, je fais P égale personne. Et si on veut voir ce que ça donne, ben, on pourrait, par exemple, faire un console, writeline, comme on s'est habitué d'utiliser celle-là. Donc, on pourrait écrire, par exemple, une chaîne de caractères, une nouvelle personne est créée dont le nom est, là, on fait un espace comme ça, on va faire plus, on va mettre la valeur de p.nom, exactement, et me le soumet. Puis, ici, on fait plus. On peut écrire, mettre un point à cette phrase-là. Et un espace, on pourrait dire il a l'âge de espace. Encore une fois, on fait plus pour concaténer notre chaîne de caractères. On fait P, cette fois-ci, point âge, plus, et on va terminer ça en disant, et il mesure, donc là, on va faire encore une fois un plus. Oups, je ne suis pas à la bonne place. Plus P point grandeur en mètres. Et voilà. On met un point virgule à la fin de ça. Ça fait... Oups. Un peu. Ah, j'ai comme deux points virgule. On va enlever ça.
Donc, voilà. Donc, ici, on crée notre personne. On se met une variable de personne qui va être instanciée. On appelle ça instanciée en orienté objet. Donc, on crée une instance d'une personne. Et puis, là, comme tel, on lui passe l'argument Michel. On lui passe l'argument 49. On lui passe l'argument 1,80 m. Ce qui serait peut-être bien aussi, tant qu'à faire, c'est la grandeur. Ce serait peut-être bien aussi, tant qu'à faire, de dire mètre. Point. Et voilà. Donc là, on aurait une phrase vraiment complète. Et une fois qu'on a renseigné notre objet, une fois qu'on a créé notre structure personne, et puis là, on va afficher les informations qu'on a créées. Donc, si on exécute ça, ça fait une personne est créée dont le nom est Michel. Il a l'âge de 49 ans et il mesure 1,8 mètres. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, si on regarde les autres fonctions ici, elle retournait qu'une seule valeur. En utilisant les structures, on peut retourner du coup plusieurs valeurs de différents types, comme nom est une chaîne de caractères, âge est un entier et grandeur en mètres est un float qui veut dire un réel. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on pourrait ajouter sur les structures, mais j'irai pas plus loin que ça parce que honnêtement, on l'utilisera pas vraiment dans le reste des cours. C'est simplement pour vous montrer que ça existe, mais si ça vous intéresse, il y a plein de documentation sur Internet pour, dans le fond, en savoir plus sur les structures. Et voilà, c'est déjà la fin du deuxième cours. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à refaire des tests avec les autres types de variables pour réexpérimenter. C'est dans l'expérimentation personnelle qu'on développe ses propres habilités et qu'on devient meilleur programmeur. Moi, je vous donne des outils, à vous de les utiliser. Ceci dit, le prochain cours sera sur les conditions. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous encourage à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à lever le pouce pour dire que vous avez aimé ça. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve au prochain cours.